C'est parti. 6 minutes et Voilà, nous sommes enregistrés. Eh bien, Stéphanie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Stéphanie. Et puis merci pour ton invitation, à toute l'équipe aussi qui est autour de toi. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de ce qui me passionne. Donc, je vais brièvement me présenter. Donc, je suis Stéphanie Tsvalen. Je suis au départ éducatrice spécialisée et puis ensuite, je me suis intéressée aux sciences sociales et passionnée par la psychologie sociale, entre autres, la pédagogie de l'enfant. Et puis, il y avait toujours en arrière-fond l'enfant qui va bien et l'enfant qui va moins bien. Et ça a été un petit peu le moteur de tout mon processus professionnel, puisque j'ai travaillé d'abord dans des institutions, ensuite en milieu scolaire, et puis ensuite auprès de familles, notamment qui se séparent, parfois de manière extrêmement brutale, voire violente. Et l'enfant peut être pris dans des situations parfois dramatiques. Et j'ai fondé une association pour venir en aide à ces enfants entourés d'une équipe exceptionnelle. Cette aventure, nous avons tous décidé d'y mettre un terme il y a quelques années. Et j'ai poursuivi mon processus toujours en tant que thérapeute, que je suis depuis maintenant presque 20 ans en fait. Donc du coup, je continue à accompagner surtout des personnes victimes de violences psychologiques ou violences physiques ou contraintes sexuelles, que ce soit dans le couple ou en milieu professionnel également. Et puis dans la foulée, cette formation de psychotraumatologie dont je vais vous parler, en fait, m'a permis non seulement de régler pas mal de trucs à l'intérieur de moi, mais également de pouvoir tester ça et avancer sereinement en accompagnement de victimes, entre autres. Euh, j'ai aussi vécu des expériences magnifiques avec les enfants, mais j'en parlerai un tout petit peu pendant la conférence. Donc, au programme, moi, je vous fais juste une promesse, c'est de vraiment donner toute mon énergie, tout le plaisir que j'ai d'être dans cet espace avec vous tous, et je vous remercie d'être là aussi, et toutes mes compétences, mon savoir-faire et mon savoir-être à disposition de cet espace. Et j'espère, et je vous le demande aussi, d'être là avec votre énergie. Et pour ça, déjà, un grand merci. Dans un premier laps de temps, on va avoir un petit aspect théorique où je vais un tout petit peu décrire d'abord le processus des traumas, puis de la cellule, puis ensuite du postulat de la psychotraumatologie et de la santé cellulaire. Je ne vais pas développer les recherches qui ont été faites par rapport à la cellule. C'est Céline Guérin, ma formatrice, qui a un doctorat en neurosciences et qui est non seulement formatrice à l'Institut Peak State où je travaille, mais elle fait également de la recherche. Donc, elle en parlera beaucoup mieux que moi. Et en tant que praticienne en psychotraumatologie, je n'ai tout simplement pas le droit de rentrer dans la sphère scientifique des recherches qui ont été effectuées. Voilà. Ensuite, nous allons aborder la pratique. J'ai envie de vous faire vivre et découvrir, si vous le souhaitez, bien sûr, quelques outils extrêmement précieux que nous, thérapeutes, nous employons lors de nos séances avec nos clients. Et vous verrez que ces outils sont non seulement intéressants, mais utilisables dans votre vie quotidienne si vous le choisissez, évidemment. On va finir par des cadeaux parce que j'ai envie de vous remercier de votre présence. Et j'en parlerai tout à la fin, en même temps que je répondrai à vos questions. Donc, à la fin de l'espace, dans le moment qu'on va se donner pour échanger autour de vos questions, de vos remarques et peut-être de votre témoignage par rapport à l'expérience que vous allez peut-être vivre tout à l'heure, ça sera à la fin et ça ne sera pas enregistré pour des raisons tout simples de confidentialité.
J'ai vraiment envie que vous puissiez vous sentir à l'aise dans ce que vous avez envie de dire. Et si vous n'avez pas envie de parler, il y a aussi la possibilité de poser des questions dans le chat. Stéphanie va gérer tout ça et puis je regarderai le chat à la fin. Voilà, mais je vais commencer et alors, je vais chercher mon écran. Voilà. Euh, On voit ton écran. Vous voyez mon écran, ouais. Euh, je cherche juste le... C'est bizarre. Euh, excusez-moi. Petit souci technique. On voit l'écran, mais on voit pas le bouton pour... Je vais ouvrir. Là, c'est bien, hein. Oui, mais le Ça, problème, c'est c'est bien. qu'il y a la barre de zoom qui est par-dessus le bouton play pour... Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Ah, voilà. Ok, on va commencer. Pour commencer, cet aspect théorique, je vous propose d'imaginer que vous êtes en train de vous promener dans une forêt. Il y a peut-être des chants d'oiseaux, il y a peut-être du vent dans les feuilles, le soleil est peut-être là. Vous êtes normalement a priori bien et vous savourez ce moment. Quand vous vous retrouvez face à face avec un lion. Alors, ok, c'est peu probable dans nos forêts, mais on est juste là à imaginer. Comment est-ce que vous vous sentez face à ce lion qui s'approche? En général, et c'est comme la théorie du chat et la souris, lorsque la souris se retrouve nez à nez avec un chat, elle va se figer. C'est un processus tout à fait naturel qui se déroule chez les mammifères, mais également chez l'humain. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Le figement, c'est l'amygdale qui va envoyer un signal au cerveau pour lui indiquer qu'il y a un danger. Ce cerveau va donc réagir à ce signal de danger. Il va réagir en sécrétant du stress, mais pas que. Lorsque il est là devant le danger, le cerveau ne va pas avoir tout de suite l'analyse, ni même le réflexe de partir en courant. Donc c'est la toute première chose qui se passe et ça se joue là. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est le processus que nous retrouvons en général dans toute perception du danger. Il y a d'abord le figement, ensuite il y a la réaction après la réaction de survie, il y a la fuite ou le combat. Et puis si ce figement n'est pas suffisant, l'amygdale va continuer son travail et peut ensuite alors déclencher une espèce de réflexe, hein, de réponse à la fuite. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'évitement du danger ou le combat. Ça, c'est l'affrontement direct. Mais concrètement, on va pas se la raconter. Si on se retrouve face à un lion, on va pas essayer de le combattre. Et la souris face au chat, idem. Donc, très, très souvent, dans les cas de choc où le cerveau perçoit qu'il y a un danger, il va se figer. Et c'est le début d'une des théories du traumatisme. Et cette notion de traumatisme, elle est fondamentale en psychotraumatologie, mais dans toutes les médecines autour de la santé mentale et la santé tout court, hein, parce qu'on peut maintenant prouver que les traumatismes, ils influent également sur notre corps physique. Mais concrètement, le traumatisme, pour donner l'explication scientifique, c'est vraiment
une réponse émotionnelle qui est extrêmement intense à un événement ou une série d'événements qui sont perçus comme menaçants ou dangereux. Et ces événements peuvent provoquer une détresse profonde, entre parenthèses. Il peut résulter aussi de violences physiques, de psychologiques, sexuelles ou tout autre événement bouleversant. Cette expérience peut altérer durablement l'état émotionnel, cognitif et comportemental de la personne et cela entraîne des symptômes comme l'anxiété, la dissociation, des flashbacks et des troubles de l'humeur. Mais moi, j'ai envie de rajouter du stress post-traumatique. Après la dissociation, il y a effectivement ce qui n'est pas amené là, la notion de figement. Voilà pour ce qui est du traumatisme dans le jargon psychiatrique. Maintenant, j'ai envie de développer un tout petit peu ça sans trop m'éloigner du sujet de la psychotraumatologie, même si ce sujet de traumatisme, il est passionnant. Le docteur Shitekate, dans une de ses conférences, nous avait appris que le traumatisme, c'était pas uniquement des événements dits violents. Donc, il va un peu à l'encontre des théories scientifiques. Il reste psychiatre et néanmoins intéressant quand il explique que le figement peut s'installer suite à une succession d'événements que la victime perçoit comme étant difficiles pour elle. Je vais m'expliquer. Quand il parle de figement, il va aussi expliquer que le figement va au-delà de la période nécessaire. Quand on reprend l'exemple du lion, vous allez forcément, en tout cas moi, je sais que si je me retrouve face à un lion, je vais me figer, mais ensuite, je risque, j'espère, d'avoir le réflexe de partir en courant et peut-être même de grimper à un arbre si possible. Dans les cas de figement, malgré la notion de danger, et ça n'est pas forcément un danger tel qu'on peut se l'imaginer, parce que concrètement, le traumatisme et le figement, ça n'est pas uniquement une femme qui a été violée, ça n'est pas forcément un homme qui a vécu un clash d'avion et qui a survécu. Le traumatisme, ça peut être, selon le docteur Shi Tekate toujours, et il donne l'exemple d'un petit garçon qui veut lasser ses chaussures. Il a environ 5 ans et tous les jours, il essaye de lasser ses chaussures. Il a envie d'apprendre et sa mère, tous les jours, lui répète, mais non, laisse-moi, je vais m'en occuper, on est pressé, tu vas être en retard à l'école et puis moi au travail. Et ainsi de suite pendant des semaines, voire des mois. Ce petit garçon va... Alors, là aussi, comment éclaircir ça? Dans ce cas-là, ce petit garçon a vraiment développé une frustration intense. Non seulement il a développé une frustration de ne pas pouvoir aller dans l'expérience, ce que n'importe quel enfant a envie de vivre parce que l'enfant a besoin et envie d'apprendre, mais dans cette anecdote, ce petit garçon n'a pas osé dire à sa mère, Maman, j'aimerais bien lasser mes chaussures. Il avait en fait peur de perdre son amour. Et c'est le cas de nombreux enfants en réalité. Et en tant que parent, on ne se rend pas forcément compte, hein. On est pétri de bonnes intentions et on n'est pas forcément des parents maltraitants, mais parfois, il peut arriver que nous ayons des comportements qui créent chez l'enfant quelque chose de très, très inconfortable. Et dans cette situation, puisque c'était un patient en fait de ce psychiatre, qui était devenu adulte, qui avait en l'occurrence 49 ans, et qui avait toute sa vie cultivé énormément de frustration, de difficultés à s'exprimer en public, de s'affirmer. Voilà pour l'expérience de ce monsieur autour du figement. Donc, pour lui, ça effectivement, clairement, ça allait au-delà de la période nécessaire. Parce qu'effectivement, un autre enfant aurait probablement réagi autrement. Et ce que j'essaie de dire là, c'est que nous ne sommes définitivement pas égaux face aux événements de la vie, face aux événements que nous traversons, qu'ils soient graves ou a priori anodins. Concrètement, ce qui peut me sembler anodin
sera peut-être pour quelqu'un d'entre vous extrêmement ennuyeux, péjorant, peut-être même dans certains cas traumatisant. Donc voilà, j'ai un petit peu expliqué le figement, euh, les résultats aussi, les conséquences des traumatismes, et ça c'est aussi ce qui m'interpelle le plus. Quand il parle d'altération de l'identité, les traumas peuvent effectivement nous déconnecter avec nous-mêmes. Ça veut dire que nous nous perdons en route, nous ne savons plus qui nous sommes réellement. Ça peut créer dans certains cas de la confusion, de la désorientation, de la perte de cohérence, de l'identité, mais également ça peut étouffer des rêves que nous portions, ça peut nous entraver dans des projets que nous avons envie de réaliser, ça peut mettre notre couple en difficulté. Et je vais y revenir puisque c'est un petit peu le thème d'arrière-fond, la notion de couple par rapport au traumatisme et par rapport aussi à ce qui peut se passer dans le couple pour que dans certains cas, heureusement qu'ils sont moins nombreux que les couples heureux, et je sais qu'il y en a ici connectés, ils me confirmeront que le couple, c'est tout un art. C'est toute une pratique aussi quotidienne d'arroser la relation, de prendre soin de soi, mais surtout de l'autre, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses paroles. Et je ne suis pas une grande spécialiste en relation de couple, puisque moi, je m'occupe des couples qui se détruisent en fait. Mais pour se détruire, il faut avoir passé par certaines étapes. Et, en général, au début, le couple fonctionne très, très bien. OK. Alors, oui, quand on parle de traumatisme, et c'est là que la psychotraumatologie rentre en ligne de compte, mais pas que, le MDR, la psychanalyse, la psycho, pardon, la psychothérapie, le FT, etc. Toutes ces démarches visant à soulager l'humain de ses symptômes vont justement chercher la cause des symptômes, l'origine, et souvent on retrouve les symptômes dans des traumatismes. Pas forcément, il peut y avoir d'autres choses, hein. Ça peut être un choc, ça peut être des pensées limitantes, des croyances limitantes. Mais en général, le traumatisme, qui soit issu d'un événement unique ou bien d'événements répétitifs, ce qui est souvent le cas dans la violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychologique, peut laisser des marques durables sur le psychisme. Et si je parle de symptômes, j'ai presque envie de dire que lorsqu'on prête attention à son partenaire, qu'on lui accorde notre attention, notre écoute, notre bienveillance, des mots réconfortants dans les moments difficiles ou qu'on partage sa joie lors de succès. Euh, il n'y a pas forcément de symptômes, mais il y a également des émotions parce que symptômes et émotions sont étroitement liés. Et j'essaierai d'y revenir si on a le temps. Je vais juste vérifier le... Oui, d'accord. Donc, les personnes traumatisées peuvent développer des symptômes d'anxiété, tels que crise de panique, des pensées envahissantes, des troubles du sommeil, l'hypervigilance. Et ces symptômes, c'est souvent des réponses adaptives du corps et de l'esprit face à la menace perçue, même longtemps après la disparition du danger initial. Ouais, c'est vraiment la réponse, même longtemps après. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation, au magasin par exemple, c'est arrivé à une de mes clientes. Elle était en train de pousser son caddie et à un moment donné, elle a croisé un homme et le parfum de cet homme a probablement créé quelque chose, ou c'était peut-être juste son apparence physique, ou c'est difficile à dire clairement. Mais en tout cas, là, il s'est passé quelque chose puisqu'elle a déclenché des symptômes d'angoisse. Donc, elle a fait une crise dans ce magasin. Elle s'en est occupée en séance et ce qui est ressorti de cette séance, c'est qu'elle avait été victime d'attouchement lorsqu'elle elle était enfant. Voilà.
Euh, la psychotraumatologie à Peak State, c'est vraiment une approche innovante euh, qui, qui traite sur les traumatismes, mais en se concentrant sur l'amélioration des états de conscience du patient. Parce que dans Peak State, il y a vraiment ces états extraordinaires. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et en fait, on rejoint une psychothérapeute, Alexandra Caimi, qui un jour a dit que il était impossible de vivre l'instant présent tant que nous avions des traumatismes. Et c'était pendant un atelier de constellation familiale. Et il était question également de mémoire, mémoire cellulaire. Donc, je n'aurais peut-être pas forcément le temps d'approcher ces choses-là parce que leur approche est qu'on arrive déjà normalement au bout de l'aspect théorique, ça passe tellement vite le temps. Donc, la thérapie Peak State, elle offre vraiment une voie potentielle pour la guérison en s'attaquant non seulement aux symptômes, mais également à la racine du traumatisme. Et dans cette démarche, il y a vraiment une approche euh, de généalogie. Donc, il y a tout un travail autour des ancêtres lorsque ça s'avère nécessaire. Il y a tout un travail sur la biographie du client. Pourquoi est-ce que cette femme a eu cette crise d'angoisse? C'est vraiment aller faire un retour en arrière pour aller au premier moment où l'émotion est arrivée. Parce que c'est précisément la même émotion qui se déclenche des fois des années après. J'aurais plein d'exemples à vous donner. Dans le cas de traumatisme, je pourrais vous parler d'une femme qui était victime de violences coercitives au sein de son couple. Elle a quitté son mari. Elle avait tous les symptômes de la victime de violence, à savoir angoisse, tristesse, et puis aussi un peu de colère. Et on a traité toutes ces émotions extrêmement fortes pour qu'elle puisse surmonter la procédure de divorce. Et ces séances permettent un retour au calme, à la paix et à la légèreté, ce qui a été son cas. Voilà. Très brièvement, je voulais juste vous montrer une cellule avec le noyau. Il y a plein d'éléments organites dans une cellule. Et tous ces éléments, que ce soit le réticulum, la mitochondrie, les ribosomes, tous ces éléments sont indispensables à la vie de la cellule. Le noyau, on pourrait dire que c'est un peu la protection de notre ADN. Et lorsqu'une cellule va bien, les gènes normalement sortent du noyau et peuvent former des protéines en passant par le ribosome. C'est le job du ribosome. Et lorsque nous n'avons pas ces protéines, nous nous retrouvons en mauvaise santé, qu'elle soit physique ou parfois psychique. Voilà pour le petit aspect technique. Céline développera, je pense, tout ça. Égal, pareil avec la traduction normale de l'ADN et puis le traumatisme d'après les Peak States. Je continue mon déroulé. Euh, oui, là je vais faire très court. Les mémoires cellulaires, c'est vraiment d'avoir comme postulat, et c'est le travail en fait de Bert Hellinger qui a créé, enfin il était au départ psychothérapeute et il a créé des constellations familiales. Et plus il a avancé dans sa pratique, plus il a constaté que l'origine de nos maux et de nos maladies et de nos mal-être venait très souvent de nos ancêtres. C'est comme si nous portions en nous le livre de mémoire de toute notre lignée. Et j'aurais un exemple assez édifiant, mais je le réserve peut-être tout à la fin au moment des questions-réponses, si j'ai le temps, sinon ça se fera à une autre fois. Donc voilà, je suis obligée
d'écourter tout ça. Est-ce que vous avez eu le temps de lire un peu? Non, mais tu peux continuer si tu as besoin de dire plus de choses. C'est intéressant. Oui, merci. Je peux donner un exemple qui avait été donné par notre formatrice d'une femme qui présentait tous les symptômes d'abus sexuels. Elle avait fait de la psychiatrie, elle avait fait du MDR, elle avait fait de l'EFT, elle avait fait énormément de recherches pour essayer de comprendre pourquoi elle se sentait comme ça si mal dès qu'elle était en relation avec un homme. Et dans ces séances, il s'est avéré que une de ses ancêtres, une de ses grand-mères en réalité, avait été violée. C'était ressorti pendant la séance. Je tiens juste à préciser que ces ressentis ou ces visions, ou peu importe la façon dont ça se vit en séance, c'est ce qui se vit en constellation familiale, ni plus ni moins. Il y a vraiment, c'est pas la même pratique, mais le résultat est possiblement le même en somme, hein. Donc, on peut vraiment, par un travail, aller chercher les traumatismes de nos ancêtres, d'autant plus que parfois ils nous entravent dans notre vie. Ça a été mon cas autour de ma situation familiale de ma fille. Et là aussi, j'en parlerai à la fin si j'ai le temps. Mais concrètement, il y a énormément d'exemples pendant les séances où les clients, ils arrivent vraiment à ressentir la souffrance ou l'expérience d'un grand-père qui a vécu exactement la même colère et la même douleur à l'estomac. Voilà, pour faire court. Euh, donc, l'Institut, c'est vraiment un institut qui, au départ, était centré sur la recherche. Ça fait 30 ans que Grant McFedridge, avec toute l'équipe, a fait de la recherche sur lui-même, sur l'équipe d'abord. Il y avait des médecins, des psys, il y avait des scientifiques, il y avait des ingénieurs, des thérapeutes, enfin. Et petit à petit, dans ce travail de recherche, ils ont obtenu des guérisons. Pour vous donner un exemple, c'est un membre de la famille de Grant McFedridge qui était diagnostiqué schizophrène. Et il a été guéri. Nous avons également un autre cas dans l'équipe qui avait un diagnostic autiste à branche Asperger. Et tout son travail de recherche et de thérapie Peak State lui ont permis de guérir des symptômes qui l'entravaient, à savoir, comme chez beaucoup d'autistes d'Asperger, le rapport avec les propres émotions et puis le rapport relationnel avec les autres. Donc, c'était compliqué pour lui d'être en relation avec les autres. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser à la fin. Donc, les principes clés de la psychotraumatologie, c'est vraiment le traumatisme et les états de conscience. C'est vraiment dans cette approche, il y a cette idée que les états de conscience peuvent être accessibles dans la mesure où les traumatismes ont été guéris. C'est le même constat que beaucoup de guérisseurs ont. Je pourrais aussi parler longuement de chamanisme, mais pas que. Il y a vraiment plusieurs souches de recherche et d'expérience qui nous conduisent vraiment à avoir comme postulat que impossible d'être vraiment dans l'instant présent et de savourer cet instant présent. Ça veut dire vraiment se sentir complètement dégagé de toute pensée parasite, de toute émotion de rumination, d'émotions qui nous tord les tripes pendant notre promenade dans la forêt, la fameuse promenade dans la forêt. Parce qu'effectivement,
quand on traite toutes ces questions de traumatisme, la psychotraumatologie, elle postule que ces traumas peuvent se former très tôt dans la vie, y compris au niveau embryonnaire ou transgénérationnel. Ces traumatismes, ils peuvent être parfois extrêmement profonds et ils peuvent rester non résolus et affecter le développement psychique, physique et spirituel. Oui, ça va jusque-là. Il n'y a pas forcément, comme je vous dis, besoin d'avoir été abusé sexuellement ou d'avoir fait un monstre gros accident de voiture sur la une. Voilà, donc ça me semblait utile d'en parler. Euh, pour ce qui est du traitement, il y a différentes techniques. Je vais pas réussir à toutes vous les développer maintenant, mais il y a vraiment cette idée d'outils, de méthodes psychocorporelles, d'outils DFT qu'on va voir maintenant. Oui, c'est déjà largement l'heure est dépassée. Donc, pour faire très court, la psychotraumatologie, elle propose une vision du traumatisme qui va au-delà de la simple guérison et elle cherche vraiment, vraiment à restaurer des états optimaux de conscience en libérant les blocages traumatiques profonds. Donc, c'est vraiment une invitation non seulement à retrouver un bien-être durable, mais également à mettre sa conscience à un plan un petit peu plus haut pour vraiment pouvoir savourer la vie et l'instant présent. Voilà. Ok. Alors, je passe le traumatisme cellulaire et puis Céline va en parler le 15 ou moi la prochaine fois. Finalement, ce que j'ai pas réussi à dire, je le dirai à la prochaine conférence. Mais concrètement, vu que je l'ai déjà dit, le traumatisme au niveau cellulaire, il peut affecter le fonctionnement normal de nos cellules. Et la santé cellulaire, c'est pas seulement une cellule qui est oxydée, qui est polluée par l'atmosphère ambiante ou par les ondes électromagnétiques ou par une alimentation malsaine ou par des traumatismes. Ça altère notre corps, mais ça peut altérer notre psychisme. Donc vraiment, la psychotraumatologie, elle va travailler sur le psychisme, mais également sur le corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la guérison? Ben, il y a un accès à la mémoire cellulaire. Donc, c'est vraiment des techniques pour permettre d'accéder aux mémoires cellulaires et de les libérer. Il y a des techniques de visualisation, des interventions énergétiques ou des pratiques psychocorporelles. Et puis la restauration de l'harmonie cellulaire, c'est vraiment en libérant les mémoires traumatiques inscrites dans les cellules, ça devient possible ensuite de retrouver un fonctionnement harmonieux. Voilà. Voilà, pour clore l'aspect théorique, là, dans la psychotraumatologie d'Epic States, le traumatisme cellulaire, c'est vraiment vu comme un élément mais fondamental qui peut perturber notre santé globale et puis notre capacité à atteindre des états de conscience optimaux. Et ce processus de guérison, il implique de libérer des mémoires traumatiques parfois ou des croyances limitantes. C'est pas forcément des traumatismes, hein, j'insiste. On accompagne aussi des gens qui ont des croyances limitantes qui les empêchent d'atteindre des objectifs professionnels ou sportifs. Au niveau cellulaire, ça permet ainsi une transformation profonde et durable. Et ça, tout l'Institut pourra le certifier. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup pour votre patience et votre écoute. Euh, j'ai largement débordé dans le timing, mais voilà. Euh, si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu, bah, vous pouvez encore les poser maintenant, ou vous pouvez me contacter téléphoniquement ou en passant par mon site, qui est donc là sous les yeux, ou à travers les réseaux sociaux. Et je serais vraiment très, très heureuse
de poursuivre l'échange avec vous. Euh, pour les cadeaux, oui. Alors, de mon côté, ce que je souhaitais vous Stéphanie, offrir, attends, je te coupe parce que tu veux que je coupe peut-être l'enregistrement. ouais, j'ai oublié de te dire.